présentation et je vous partage le fichier suivi des transactions. Alors, lorsqu'on ouvre le fichier suivi des transactions, on se rend compte qu'il y a plusieurs onglets. Un des onglets, l'onglet sur lequel on est atterri, c'est l'onglet qui s'appelle Opération. C'est l'onglet dans lequel, ce que moi j'appelle, c'est le compte opération qui reflète le compte opération que j'utilise à la caisse pop. On a un onglet pour inscrire les données de nos... si on a des dépôts à terme, alors ici, j'ai un onglet, si j'avais des dépôts à terme, j'ai appelé ET1 pour épargne à terme 1, épargne à terme 2, 3. Si on en a plusieurs, on peut avoir pour chaque compte de placement, on peut avoir un onglet qu'on ajoute. J'ai un onglet aussi pour le compte Visa, donc ma carte de crédit. Alors, vous voyez que j'ai un autre onglet là. J'ai un compte pour préciser ma charte, la charte que j'utilise pour décrire, pour codifier mes transactions. Alors, je vais vous grossir un peu les caractères. Alors, c'est ici qu'on définit notre charte de compte. J'ai un onglet que j'ai appelé comptant que je n'utilise pas parce que je n'ai pas besoin de notifier toutes les dépenses que je fais au comptant. Pour moi, ça n'est pas utile. J'ai un onglet dans lequel je note tous les engagements. Je vais vous rappeler qu'on parlait de revenus et de dépenses fixes. J'ai un onglet pour noter ça, un onglet pour indiquer où sont les comptes que j'utilise, dans quelle institution financière. Ensuite, j'ai un onglet pour la finalisation. Dans cet onglet-ci, c'est la procédure que j'utilise à la fin de chaque année pour finaliser mes comptes, produire les statistiques et pouvoir faire l'analyse. Alors, il y a 14 opérations à faire. Elles sont listées là, mais au total, tout ça prend 1 heure. Un onglet pour indiquer les placements de type REER, placements de type SELI, et en fait, c'est les transactions reliées au REER et au SELI, ainsi qu'à l'épargne non enregistrée. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez vu au passage, dans l'onglet, je vais vous montrer l'onglet Charte. Alors, l'onglet Charte comprend les colonnes numéro de compte, nom de la catégorie, poste budgétaire. Ensuite, les regroupements qu'on veut faire, donc l'affectation pour, si on veut suivre une dépense, la colonne budget, est-ce qu'on affecte la dépense ou le revenu au budget commun ou de un ou de l'autre, payé par qui? Alors, qui a payé cette dépense-là? Ça peut être le compte conjoint qui l'a payé, ça peut être Louis, ça peut être Bernard, un ou l'autre. Ensuite, la priorité. Est-ce que c'est une dépense ou un revenu qui est essentiel ou optionnel ou indéterminé? La même chose pour le besoin. Est-ce que c'est un besoin qui est ponctuel, habituel ou indéterminé? Ces colonnes-là vont nous servir au moment où on fait l'analyse et où on a besoin de voir comment on doit réviser notre budget parce qu'on a tel ou tel projet ou on a telle ou telle situation qui se produit. Alors, les onglets, en ayant déjà des catégories de prioriser et les types de besoins priorisés, ça nous permet plus facilement d'élaguer ou de rajouter aux besoins des éléments. Alors, c'est la façon de noter la charte des comptes. Alors, pour les personnes qui veulent l'utiliser, il suffit de lire la charte des comptes et d'ajouter les éléments qu'on veut rajouter qui sont appropriés, qui sont absents, tout simplement. Ensuite, vous remarquez que ces colonnes-là vont se retrouver dans tous les onglets dans lesquels on va faire nos transactions. Alors, que ce soit dans le compte opération ou dans le compte de carte de crédit ou les comptes de placement, on va retrouver ces mêmes colonnes-là. Alors, à titre d'exemple, le compte opération. Le compte opération, vous voyez que j'ai indiqué là, les mêmes catégories qu'on a retrouvées dans la charte des comptes. Et on a à la fin, à droite, on a les montants. Alors, s'il s'agit d'un retrait, d'un dépôt, et on a le solde qui se calcule automatiquement. Et un peu plus à droite, ce sont les colonnes qui servent pour l'inventaire. Alors, si jamais j'ai un bien que je veux inventorier, j'ai les colonnes qui me permettent de noter l'information sur l'item en question et de conserver l'information pour fin de référence plus tard. Également, cette colonne-là me sert aussi à un autre usage. Ça va me permettre à la fin du mois de noter le total de mes dépenses mensuelles, le total de mes revenus mensuels et l'écart total entre mes revenus et mes dépenses et le pourcentage. Alors, vous voyez qu'à la fin de chaque mois,
Donc, j'ai un item sur lequel je fais la somme de mes dépenses, la somme de mes revenus et la proportion qui est là. Donc, ces sous-totaux-là, les sous-totaux de revenus et de dépenses, ici, ces deux colonnes-là, je les reporte dans un autre fichier qui me permet de faire le suivi mois par mois pour l'année en cours. Le suivi et l'analyse aussi. Ça, c'est ta façon de faire. Donc, les dépenses sont inscrites au fur et à mesure qu'elles sont réalisées. Donc, vous voyez qu'elles sont inscrites par ordre de date. Mais compte tenu que j'ai des dépenses et des revenus fixes, alors au moment où je commence mon mois, je n'ai que mes dépenses et mes revenus fixes qui sont inscrites. Et lorsque j'ai une dépense variable, ben là, je vais insérer une ligne. Par exemple, à la ligne 13 ici, arrivé à telle date, je n'avais plus d'argent dans mes poches. Alors, j'ai décidé d'aller au guichet automatique et de faire un retrait. Alors, donc, j'ai inséré une ligne et j'ai codifié la ligne indiquant qu'il s'agissait d'un retrait, un retrait de 60 $. Alors, voilà, c'est fait. Et on continue. J'ai ajusté la formule et on continue. La colonne X ici permet de faire le suivi du compte, c'est-à-dire de vérifier la conciliation. Lorsqu'une dépense est correctement inscrite, je mets mon X tout simplement. Et c'est à ça que ça ressemble. Vous voyez que j'ai environ une trentaine de transactions là, par 25, entre 20 et 25 transactions par mois qui sont faites. À la fin, donc, j'ai une colonne par mois. Et vous voyez donc à la fin septembre, ici, décembre. Alors, vous voyez qu'on a les informations qui sont notées par mois et on a à la fin, j'ai simplement, comme je vous disais, recopié les dépenses et les revenus fixes. Alors, toutes les dépenses et les revenus fixes que j'ai inscrits dans mon onglet Engagement, elles sont recopiées ici et ensuite, je prends le bloc et je peux le recopier pour chaque mois. CTRL-C, CTRL-V pour chaque bloc pour reproduire 12 blocs pour l'année suivante. Alors, c'est très simple, mais tout ce que j'ai à faire à ce moment-là, lorsque vient le temps de voir que la dépense est réalisée, ben, je vais vérifier est-ce que la dépense est véritablement effectuée, le montant est bon, je mets mon X et c'est tout. Tout va se recalculer. Maintenant, ici, vous voyez que j'ai mis un séparateur pour les mois, mais dans mon vrai fichier que j'utilise, je n'ai pas de séparateur pour les mois parce que je suis habitué à l'utiliser. Alors, j'ai placé un séparateur pour les mois pour vous aider à prendre en main l'outil, pour vous aider à vous repérer. Mais lorsque vous serez à l'aise avec l'outil, si vous décidez de l'utiliser, vous pourrez vous aussi supprimer les lignes qui correspondent au séparateur de mois. Ce n'est pas utile. Autre que pour vous aider à faire du repérage. Donc, c'est ça. Donc, l'onglet Engagement, qui est un onglet que j'utilise au moment où je prends un nouvel engagement avec un fournisseur ou encore qu'un fournisseur m'envoie une information disant « Attention, cette année, il va y avoir une majoration des frais. » Alors, Hydro-Québec m'envoie une note m'indiquant « À partir de tel mois, il y aura une augmentation de 2 ». Donc, je fais le calcul et je viens inscrire le nouveau montant qui sera appliqué pour l'ensemble des mois suivants. Ensuite, la même chose pour chacun des fournisseurs. Au début de l'onglet Engagement, j'ai une section pour les paiements automatiques, paiements mensuels automatiques. Donc, je note le nom du fournisseur. J'inscris à quelle date dans le mois la dépense va être effectuée, va être prise en compte. Et vous voyez que j'ai l'information pour toutes les années. Alors, je peux voir aussi quel est le taux d'augmentation de chacune des dépenses. Alors, ici, je l'ai jusqu'à 2014, mais dans mon vrai fichier à moi, j'ai une colonne que j'ai rajoutée pour calculer le taux moyen d'augmentation annuel. Alors, ça me permet de voir aussi que pour mes dépenses de taxes, ben, mon taux d'augmentation annuel moyen est de temps. La même chose pour mes communications avec Vidéotron ou avec telle ou telle dépense. Ça me permet de voir ça. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle année, ben, je rajoute, c'est une colonne. Alors pour l'année 2015, je rajouterai 2015 ou simplement, là, comme on est habitué de faire, cliquer, glisser.
et je rajouterai la nouvelle information concernant le paiement pour chacune des mensualités là, que j'aurais assumées pour chacun des paiements automatiques mensuels. Donc, cette section-là, elle est sommarisée. J'ai un sous-total pour l'ensemble de mes obligations mensuelles qui est indiqué, on peut le voir là, qui varie d'année en année. Ensuite, j'ai une autre sous-section qui porte sur les paiements annuels. Alors, il y a des fournisseurs qui me demandent un paiement annuel seulement. Exemple de ça, auparavant, la ville de Lévis, on avait un compte de taxes qu'on devait payer annuellement. Alors, j'avais une dépense annuelle, mais à un moment donné, ils nous ont permis de faire cette dépense-là, de la répartir autrement. Alors, elle s'est retrouvée dans le plus haut à partir de telle année. On va voir que je n'ai plus la dépense qui n'est plus notée dans les éléments annuels, mais ils sont notés dans la section mensuelle. Alors, vous voyez que ça a été changé simplement de catégorie. Donc, maintenant, j'ai un paiement de mon compte de taxes qui est mensuel et non plus annuel. La même chose donc, pour chacun des fournisseurs. Ensuite, j'ai la somme des paiements annuels qui est inscrite pour le grand total de mes engagements que j'ai ventilés par année, par mois, par semaine, par jour et le pourcentage de croissance. Ensuite, j'ai une autre sous-section qui porte sur les revenus annuels, donc les revenus d'emploi, les revenus de rente et la somme des revenus qui est calculée ensuite par année, par mois, ventilée par mois, par semaine, par jour et le taux de croissance et l'écart entre les revenus et les engagements. Donc, la proportion des dépenses fixes par rapport aux revenus alors, est indiquée pour chacun des éléments. Donc, on a l'information, donc l'écart par année, par mois, par semaine, par jour et la croissance. Alors, c'est indiqué comme ça. Et j'ai le ratio engagement par rapport aux revenus qui est indiqué ici là, pour chacune des années. Ça nous permet de voir aussi très rapidement, sans être obligé d'aller dans le détail, ce fameux ratio-là entre la proportion entre les engagements ou les dépenses fixes et les revenus qui sont fixes aussi. Alors donc, c'est très, très facile là, pour nous aider à analyser ce qu'on a les moyens de faire et ce qui nous reste comme possibilité avec nos dépenses variables. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On a donc l'onglet qui est distingué pour le compte opération et le compte Visa. La même chose, le compte Visa est exactement comme l'onglet opération. Il est donc présenté de la même manière avec un séparateur pour les mois que moi, je n'utilise plus, tout simplement. Et vous remarquez qu'au moment où je fais un paiement de mon compte Visa, ici, là, non, pas ici, non. Je vais aller plutôt dans mon compte opération. Vous voyez ici que j'ai l'habitude, lorsque je fais un paiement de mon compte Visa, j'ai l'habitude d'inscrire ma transaction. J'inscris le montant que j'ai payé, mais j'ai inscrit aussi sur la même ligne le numéro de confirmation qui m'est donné parce que je paie mon compte Visa avec mon compte opération. Alors donc, au moment où je fais mon paiement dans mon compte opération, Desjardins me donne un numéro de confirmation, alors je l'inscris ici. Alors, ça permet aussi de colliger l'information et d'y revenir au besoin. Et on a l'information donc qui est ventilée par compte. Une des choses qui est intéressante d'utiliser, pourquoi j'utilise ça comme ça et que je trouve ça facilitant, c'est que je peux m'assurer en tout temps de la concordance des soldes entre ce que j'ai comme suivi de transaction, dans le suivi des transactions, et ce que j'ai dans mes vrais comptes bancaires. Alors, je peux m'assurer que le solde que j'ai d'inscrit pour Montréal, c'est vraiment le vrai solde. Ce que j'ai d'inscrit dans mon SOLI, c'est le vrai solde. La même chose pour le compte Visa, le compte opération. À tout moment, je peux aller vérifier si j'ai une concordance ou non dans chacun des soldes de mes comptes bancaires. La conformité, donc, de mon suivi est assurée par cette façon de faire-là. Et ça, c'est une chose que je trouve intéressante et très facilitante pour dormir sur ses deux oreilles, pour être sûr qu'on suit nos choses correctement et qu'il n'y a pas de divergence entre
ce qu'on perçoit, ce qu'on voit et ce qui est le réel, qui est vraiment le réel chez nos institutions financières. Alors voilà, j'ai terminé la présentation de suivi des transactions. Je vais vous demander